15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité à seulement 25 ans, peut-être un peu plus maintenant, il va nous le dire. Il est la star montante de l'humour et accumule des millions d'abonnés et de vues sur les réseaux où son personnage de la blonde est déjà culte. D'ailleurs, David Voinson en a fait un spectacle joué dans toute la France et il sera au Trianon pour 4 soirées du 27 au 30 décembre, mais en tournée déjà dès samedi. En attendant, on le retrouve dans la série En terrasse dès aujourd'hui pour le premier programme court de Prime Video. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour David Voinson. Bonjour, le résumé était parfait. Ça allait ? C'est parfait et j'ai toujours 25 ans jusqu'au 6 décembre. Toujours 25 ans jusqu'au 6 décembre. Parfait, c'est bien noté pour moi. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Merci. On va découvrir bien sûr toute votre actualité assez chargée, mais dans cette émission, on a surtout envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, David, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Oh là, alors je dirais aigri, parce qu'on me l'a dit il y a plusieurs fois il y a quelques jours. Okay. Ambitieux et passionné. Et passionné. Et on va voir si ça colle tout du long de cette émission. Mais pour démarrer, le début, toujours le début. David Voinson, vous êtes Scorpion, c'est très important de le dire, parce Sagittaire. mais en tout cas dans vos sketchs, vous dites que vous êtes Scorpion. Dans la vie, vous êtes Sagittaire, mais vous êtes Scorpion, on va dire ça comme ça, on l'a bien compris. Mais vous êtes né le 5 décembre 97 à Arcachon. Alors, 6 décembre, et c'était à Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, j'ai très peu vécu là-bas, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, moi j'ai connu toujours le bassin d'Arcachon, Bordeaux, et j'ai beaucoup d'affection en y retournant là depuis peu. Votre papa, si vous dites bien toute la vérité, rien que la vérité dans votre spectacle, s'appelle Didier. Oui. Il est agent de sécurité, votre mère hôtesse de caisse. Vous grandissez avec eux, rue Georges Méran. Est-ce que ça, c'est vrai ? Non, en fait, c'est une vanne par rapport au bassin d'Arcachon. Évidemment, j'aurais pas donné le nom de la rue de mes parents, mais c'est une rue sur Arcachon. Eux, ils habitent à 20 minutes d'Arcachon. Mais vous savez, quand vous vivez dans une petite ville à côté d'une grande, faut toujours dire la grande aux gens parce que sinon ils comprennent pas. On s'en souvient mieux. Vous avez un premier amour plus jeune, la batterie, mais dont vous avez dû vous séparer en arrivant plus tard à Paris. Quel genre d'enfance vous direz que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une enfance très chanceuse. D'ailleurs, si mes parents m'écoutent, alors je sais pas s'ils m'écoutent parce que, alors on va en reparler, mais il y a une série qui vient de sortir où je suis dedans et ils ont regardé les premiers épisodes à 1h du matin. Donc faire durer mes parents jusqu'à 1h du matin, je pense que là, ils sont à mon avis en break. Mais en tout cas, ils font la sieste. Exactement. Mais j'ai eu une enfance très chanceuse. Ils m'ont beaucoup choyé. Avec mon frère aussi, on a été très choyés par rapport vis-à-vis de mes parents. On manquait de rien. Ils avaient pas tout, mais on manquait de rien. Ils ont travaillé dur pour nous offrir une belle éducation, des vacances, tout ce qu'il faut. Et dont la batterie. C'est vrai que moi, la batterie, ma première, je l'ai eue quand j'avais l'âge de 4 ans. Et depuis, j'en ai eu plusieurs parce que j'en ai cassé. Donc, je pense que mon père, au niveau de l'héritage, il va rien me donner, mais c'est pas grave. L'amour est là. Mais c'est vrai que la batterie, ça a été une sorte de premier amour parce que c'est grâce à elle que j'ai pu draguer, que j'ai pu plaire au fur et à mesure du temps. Ouais, ça va être un grand sujet dans cette émission. On va en reparler. Est-ce que vous faites des études, David Voinson ? Alors non, j'ai arrêté au bac. J'ai eu mon bac à 10,11, ça a été un don de Dieu, je vais pas vous mentir. Et en fait, j'ai commencé à écrire des sketchs quand j'étais en seconde, première. Donc, en fait, dans ma tête, il y avait pas de plan B. C'était ça que je voulais faire. Ouais. Même avant de monter sur scène, c'est très bizarre à dire, mais avant de monter sur scène, je me suis dit, ok, je vais faire ça de ma vie. Donc, mes parents l'ont très vite compris et ils ont vu que ça servait à rien de me mettre dans une fac ou autre. Parce que dans tous les cas, j'allais en faire qu'à ma tête. La première fois que vous avez foulé la scène, vous aviez 15 ans ? Un peu plus tôt ? En tant qu'humoriste, j'avais 15 ans et j'étais dans un groupe de musique avant parce que donc la batterie, c'est vrai que j'en ai fait un peu sur scène et je crois que c'était vers 12-13 ans. 12-13 ans. Vous enchaînez avec les finales de concours de jeunes talents. Vous êtes finaliste de Young Stand-Up Show, de Génération Jeunes Talents en 2014 notamment, finaliste du M Rire Festival en 2017. Une de vos premières scènes, ce que vous dites en tout cas sur scène, c'est dans une maison de retraite à Arcachon. Et ça, je voulais vraiment savoir si c'était totalement pour le spectacle ou si c'est un peu vrai quand même. Oh, il faut un peu
il faut un peu de mystère. Il faut garder un peu de mystère. Mais c'est vrai. Alors, j'adore vraiment Arcachon. Je fais beaucoup de vannes dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées là-bas. Vous dites là-bas, les pompes funèbres, c'est un drive. Voilà. Non, mais c'est j'allais dire sorti de son contexte, mais il n'y a même pas de contexte, vraiment. Mais non, mais j'aime d'amour cette région et les Arcachonnais le savent. Il y a beaucoup de personnes âgées. C'est une ville balnéaire. C'est-à-dire que l'été, il y a beaucoup de jeunes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des villes dans le sud, aussi la Côte d'Azur. Bon, il y a quand même beaucoup de personnes âgées le reste de l'année. Donc, j'en rigole, évidemment, mais qui aiment bien châtie bien. Vous rêvez donc de ce métier depuis toujours, on l'entend bien, on le comprend, mais vous démarrez dans la vie avec des petits boulots que vous comparez à des plans d'un soir en disant tu l'aimes pas beaucoup, mais ça te fait la main. Oui. Et il y a notamment livreur, animateur pour enfants, ce qui vous a beaucoup appris. Oui, l'animation pour les enfants, j'ai beaucoup appris en gardant des enfants. Déjà, j'ai appris que j'aimais pas les enfants et c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que rapidement, en fait, quand j'ai commencé à grandir et à me dire, ok, si j'ai envie de bouger de chez mes parents et d'évoluer, il faut que je gagne de l'argent, évidemment. Et l'argent, ça tombe pas du ciel, donc il faut que je fasse des petits boulots. Et j'ai eu mon premier amour qui s'appelait Madeleine. Elle était animatrice pour enfants. Du coup, j'ai passé mon BAFA pour être un peu avec elle. Et résultat, elle m'a quitté. J'aime pas les gosses. C'est une jolie conclusion. Voilà. Vous allez commencer à vous faire un nom en faisant plusieurs premières parties d'humoristes réputés comme Kev Adams, François-Xavier de Maison, Jarry ou encore Manu Payette. Mais comment vous en arrivez là? Parce que quand on arrive à faire une première partie, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail avant quand même pour se faire remarquer. Oui, absolument. Oui, il y a eu du travail, ça c'est sûr, c'est certain. Il y a eu beaucoup de culot, on va pas se mentir. J'étais encore chez mes parents sur le bassin d'Arcachon et il y a très peu d'humoristes qui se produisent là-bas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, mon ordinateur, j'ai envoyé beaucoup de messages privés, de mails à des productions, à des artistes. Et je leur disais, je suis un jeune humoriste qui vient de commencer la scène. Voilà 2-3 vidéos de moi sur scène. Est-ce que je pourrais faire une première partie? Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, allez-y au culot. Alors, il y a un juste milieu entre être très prétentieux et avoir du culot. Moi, je vous conseille très rapidement de vous filmer parce que c'est comme ça que vous allez travailler, de monter sur scène le plus souvent possible et ensuite d'y aller au culot. Il n'y a que comme ça que ça marche. À quel moment vous décidez, vous, de faire ces vidéos que vous filmez sur scène? D'ailleurs, elles sont retransmises sur votre YouTube, notamment au Field. Oui. Je crois que c'est ça. Oui, c'est vrai. Où il y a un spectacle sur la vingtaine, cette fameuse crise de la vingtaine. Mais à quel moment vous décidez d'apparaître vraiment sur les réseaux? J'ai toujours été baigné d'internet depuis tout petit. Vous pouvez demander à mon entourage. Alors, on peut plus retrouver ça sur internet, mais je faisais des sketchs quand j'étais dans ma chambre, quand j'étais au collège. Je mimais une sorte d'OSS 117 et je mettais ça sur Facebook. Et pareil, les vidéos de batterie que je faisais, je les mettais sur internet parce que j'avais envie. J'avais un problème d'ego, hein, ça je le dis dans le spectacle, mais j'avais envie de plaire, de me faire connaître. Et donc c'est vrai que naturellement, quand on monte sur scène et quand on découvre qu'il y a des centaines de milliers d'humoristes qui sont en France, comment se différencier? Je me suis dit, voilà, on va se filmer, on va mettre ça sur les réseaux pour que les gens me découvrent. Et alors, vous allez trouver un créneau, vous accumulez des millions d'abonnés aujourd'hui et de vues sur les réseaux, avec notamment un personnage de la blonde qui est devenu culte. Quelques chiffres quand même à donner. Sur TikTok, c'est 1 200 000 vues d'abonnés, 45 millions de likes, Instagram 544 000 abonnés, YouTube plus de 80 000. Et c'est grâce à ces vidéos sous forme de sketchs comiques populaires sur les réseaux sociaux que vous jouez des rôles notamment de personnages et souvent en couple. Un petit florilège. Quand une fille dit « Je couche pas le premier soir », ce qu'un gars comprend. Ok, donc je te plais pas, c'est ça? Hein? Mais non, pas du tout. J'ai payé les verres, j'ai payé le restaurant, je t'ai déposé. Attends, t'es en train de me sortir quoi là? T'as fait tout ça pour ça? Oui. Non, mais j'attendais un retour sur investissement quoi. Un retour sur... Mais il veut quoi le loup de Wall-Wish? L'autre il a posé 60 balles, il a cru jeter sa timpe. Un peu trop vulgaire là. Je vais t'enclencher tête de table. Waouh. Ferme ta mère. Ouais, ma vie, je suis dans le malo, là, laisse tomber, j'ai une gueule de bois, on dirait une ébéniste. En plus, je me suis même pas démaquillée en rentrant, là, je viens de te faire une toile sur le coussin, ma sœur, on dirait du Picasso. Picasso, là. Ah, attends, il y a David qui m'appelle. Oh putain, il y a David qui m'appelle, mais ça va pas du tout, là. Mais je lui ai envoyé des messages hier soir, heureusement, j'ai supprimé, mais c'est la honte, là, je fais quoi? Non, je réponds pas. Ah ouais, j'avais zappé, c'est un bon coup. Ok, bébé, je te rappelle. Bon, tu veux quoi? Pas t'engager, ça c'est sûr. J'aime pas ce mot. C'est bizarre, engagement, 10 lettres, comme le mot baltringue. Coïncidence? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis très cliente, moi, David Ouanson. J'imagine les gens qui tombent sur Radio J en ce moment, qui comprennent pas. Ils se disent, oh, ça a changé Radio J, quand même, je comprends plus, là. Vous inquiétez pas, à partir de 15h, on les surprend toujours. Ah, génial. Votre première vidéo, c'était où? C'était quand? C'était quoi?
Moi, il faut savoir que j'ai commencé à faire des spectacles très jeune et je galérais à remplir les salles de spectacle, comme beaucoup. Et donc, je me suis dit comment avoir plus de monde dans la salle. Et donc, naturellement, j'avais envie de faire des mini-sketchs et de parler de certaines choses dans la vie en vidéo. Et c'est arrivé naturellement sur Instagram et ensuite sur TikTok. Je crois que la première vidéo, j'étais encore chez mes parents et je parlais de vous savez, quand vous mettez des écouteurs et parfois il n'y a pas de musique, c'est juste parce que vous n'avez pas envie que les gens viennent vous parler. Et c'est vrai que cette vidéo a commencé un peu à prendre. Et ensuite, le personnage de la blonde, c'est venu pendant le confinement parce que j'avais envie de parler de relations garçon-fille, pas forcément de couple, hein, mais des relations garçon-fille que je vivais parce que ça allait me faire du bien. Et c'est vrai que ça a bien pris à ce moment-là. Et le personnage a évolué au fur et à mesure du temps. Hein. On l'a vu avec la voix qui a un peu changé. Elle est devenue de plus en plus hautaine. mais voilà, les vidéos sont arrivées assez rapidement. Ouais. La vidéo qui a fait le plus gros carton, il me semble, sur TikTok, c'était sur la pilule. Plus de 5 millions de vues. On D'accord. écoute. Ah. Pourquoi les filles vous mettez une alarme pour la pilule? Bah je sais pas, peut-être pour pas avoir un truc d'1m20 qui pose la même question à la con que toi. Oui, enfin la pilule c'est tous les soirs, hein, vous allez pas oublier. Hein. Oui, bah la fidélité pour vous les hommes c'est toute la vie, pourtant vous l'oubliez. Bingo. Prends-la bien. Hein. T'inquiète pas, s'il a les gènes de son père, on va même en prendre deux. Bah, c'est fou qu'un si petit truc peut empêcher d'avoir des enfants. Non, c'est fou qu'un si petit truc puisse faire des gosses. On l'entend bien, votre truc à vous, c'est la succession de punchlines, c'est vrai. On vous définit un peu comme une mitraillette. David Voinson, est-ce que vous écrivez seul ? Les vidéos, oui. Les vidéos tout seul. Oui. Le spectacle, j'embrasse mon co-auteur, Jonathan Desmaillots. Qui m'a écrit tout à l'heure et que j'embrasse aussi parce que je suis sûre qu'il nous écoute. Ah bah, je l'embrasse. Je lui ai proposé de venir, mais il m'a dit j'ai le Covid. Je dis bon bah la prochaine fois. Donc il reste très loin alors. C'est ça. Non mais c'est vrai. Et pour le coup, les vidéos, oui, je suis tout seul. Et ça, en vrai, ça me fait plaisir que ça soit une des vidéos les plus vues, la pilule, parce qu'il y a des vidéos qui me tiennent vraiment à cœur, des vidéos qui me concernent, qui me touchent personnellement. Il y a beaucoup de commentaires qui me disent bon, il a peut-être l'impression de savoir tout sur les filles. Vraiment pas. C'est vraiment des sujets qui me touchent. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur l'endométriose. Je l'ai fait pas pour toucher un plus grand nombre de public. C'est juste parce que j'ai rencontré une fille qui m'a parlé de ça et je ne savais pas du tout ce que c'était. Et au fur et à mesure elle m'expliquait ce qu'était l'endométriose. En fait, je me suis rendu compte que les femmes ont tellement de problèmes, on ne le sait pas et on fait une généralité d'un cas qui peut être beaucoup plus grave. Et voilà, ça me tient à cœur. J'ai pas non plus envie de rentrer dans des vidéos trop premier degré à chaque fois. Mais pareil, la vidéo sur l'engagement, je l'ai fait il y a quelques jours parce que ça m'est vraiment arrivé et je me suis rendu compte que les hommes, on est vraiment indécis. Et donc, il faut quand même qu'on se calme un peu les mecs, sinon les filles ne vont plus nous faire confiance, c'est tout. C'est vraiment votre source d'inspiration et je crois que la première fois que vous êtes inspiré du couple, c'est parce que vous étiez avec une fille. Oui. Et vous vous êtes dit, faut que je m'inspire d'elle, c'est trop incroyable ce qui se passe. Ouais, absolument. Vous savez, quand vous avez envie de reconquérir votre ex et vous lui parlez pendant 2 heures en lui disant par A plus B pourquoi vous devez être avec elle, avec des limites, des schémas et des PowerPoint, quand vous faites un point sur votre vie après, vous dites franchement, ça peut être drôle. Et le plus drôle, c'est quand vous faites une vidéo dessus et qu'il y a des mecs qui vous envoient un message et qui vous disent j'ai vécu la même chose, c'est très compliqué. Moi, ça me fait rire et ça me fait du bien parce que ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, quoi. Aujourd'hui, vous êtes en tournée à partir de samedi. Ça ne fait qu'accroître, bien sûr, votre popularité puisque votre spectacle est très remarqué et vous êtes sur toutes les scènes de France et même en Europe avec des salles toujours complètes à l'Apollo ou encore à l'Européen où je suis moi-même venue vous voir. Vous allez vous produire notamment au Trianon du 27 au 31 décembre pour 4 soirées assez exceptionnelles, je dois le dire. Un petit teasing. Le Trianon. Bonsoir Paris, ça va? Toi, tu fais quoi dans la vie? Ah non hein. Ça c'est non, troubadour. Quoi? Les impros avec le public là, t'habites où? Tu fais quoi dans la vie? Oh t'as une calvitie aussi longue qu'un mémoire de psycho, ça va, on a compris. Hein. Mais bien, celle-là, je vais la noter. Non, tu ne notes rien du tout. Tu fais quoi là? Je t'envoie mon mépris, tête de tabac. Bah non, mais enfin, je joue 4 soirs en décembre ici, ça fera 4000 personnes, faut que j'apprenne à les connaître un peu, non? T'es leur psy, Non. leur thérapeute. Peut. Et non, enfin, je crois pas. Voilà, les gens viennent pour moi. Pour moi. Aussi. C'est super beau ici. Moi, tu me fous du velours et des lustres, tu m'accueilles. Ils privatisent l'endroit pour des brunchs le dimanche? Pas du tout, c'est pas. Tu veux pas venir ici parce que j'entends pas ce que tu. Wow. C'est quand? T'es rapide à venir, toi. C'est ce qu'ils disent tous. Bon, ton petit spectacle, c'est quand? Du 27 au 30 décembre. Ah ouais, le mec joue pendant les fêtes. Hein. Ouais, je serai un peu leur cadeau, quoi. Excuse-nous, la Smartbox. Bon, tu seras là? Je sais pas, Il y aura des surprises. Ouais, mais... Je t'invite. Ok, je passerai.
Qu'y a-t-il dans ce spectacle, David Vincent? Ça vous fait sourire déjà d'entendre tout ça? Je savais plus. Je dis tellement de conneries en vidéo, je savais plus. Non, j'ai vraiment hâte d'être au Trianon. Si vous nous écoutez, venez parce que c'est une salle magnifique. Si vous connaissez pas le Trianon, c'est un théâtre à l'italienne qui est incroyable. Et en plus, ça sera fin d'année, donc il y aura des belles surprises. Le spectacle a mûri depuis pas mal de temps. Ceux qui sont venus au Beau Saint-Martin il y a 2 ans, c'est un spectacle complètement différent. Ceux qui sont venus à l'Européen, comme vous, Cyrielle, ça va être aussi différent parce qu'il y a des thèmes qui ont un peu évolué. Ça me tient à cœur que le spectacle bouge et évolue comme moi dans mes relations. Il y a toujours, vous parlez bien sûr de la vie de célibataire, vous parlez des contradictions de la génération que vous observez, j'ai envie de dire même avec une loupe, et c'est toujours très amusant, justement c'est ce qui fait je pense votre succès. Vous maniez aussi avec humour le rapport au monde, aux autres à travers les potes, les soirées, la famille, mais surtout les filles, comment leur plaire, comment les comprendre, comment ne pas passer pour un gros charreau, ce mot d'ailleurs vous l'adorez. On se demande forcément si c'est un dilemme que vous entretenez, que vous avez vécu, et quel rapport vous avez en réalité aujourd'hui avec l'amour. Alors pour les charros, ceux qui nous écoutent, c'est un coureur de jupons, voilà, s'il y a des viagers qui nous écoutent, les Arcachonnais, on vous embrasse. Mais le rapport à l'amour, personnellement là, je limite vraiment au maximum, et il faut faire très attention. Je fais très attention, et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, quand je rencontre des filles, elles me disent elles pensent que je sais déjà tout, parce que la plupart voient des vidéos, et en fait je suis pas le même qu'en vidéo. Mais la plupart des artistes vous le diront, la plupart des artistes qui font rire sont plutôt discrets dans la vraie vie. Moi je me rends compte que l'humour c'est très sérieux en réalité. Et c'est vrai que c'est une observation. Dès que je reçois un humoriste, on me dit tu vas t'éclater. Je dis non, parce que les humoristes, il y a des messages derrière l'humour, et c'est souvent basé sur des choses tristes. Oui, non, c'est vrai, c'est totalement le cas. Bon, après, on va pas se mentir, on chiale pas non plus dans mon spectacle. Mais non, en l'occurrence, on s'éclate vraiment. Mais c'est vrai que, par exemple, là, on va aborder un nouveau thème que j'ai longtemps esquivé parce que j'en avais un peu honte, et je pense qu'il faut l'assumer. Je parle de mon ex maintenant dans le spectacle, qui apporte beaucoup de réponses aux questions que je pouvais me poser dans le show il y a encore quelques mois. Voilà, ce thème arrive à la fin du spectacle, et ça me tenait à cœur, et c'est pas évident de se livrer. Parce que parfois un humoriste, on a tendance à voir qu'il survole un peu les thèmes, et justement c'est quand il rentre au fond du sujet qu'on comprend un peu l'âme qu'il a. C'est très beau cette ouais, c'est une très belle phrase, je suis bien vous vous moquez d'une nouvelle mode, les polyamoureux. Vous racontez bien évidemment vos dates avec des filles qui arrivent souvent blasées comme une vendeuse Zara. Vous dites que vous avez toujours cherché à plaire aux filles dans les vêtements, le style, un peu ce que vous nous avez confié en début d'émission, David Vincent. Et puis vous parlez finalement d'une chanson que vous mettez, et là c'est quand la soirée est allée un peu trop loin. Assieds-toi, faut que je te parle. Il y a cette phrase, les filles, c'est plus une chanson, elles sont en représentation. Et j'ai envie de dire que vous aussi, David Vincent, parce qu'à défaut d'avoir une batterie, vous faites de la percussion corporelle. Et vous dites à la fin, je suis un homme battu, mais t'en as eu pour ton argent, mon pote. Et vous êtes un pro de la batterie, il faut le dire, mais aussi du djembé et de la darbuka. C'est gentil. Et j'ai envie de vous tester aujourd'hui, c'est un peu vous avez une darbuka? J'ai amené la darbuka, et je me suis dit qu'on allait tester un petit peu ce côté séfarade. C'est génial, faut que je m'éloigne un peu pour le micro, mais alors. C'est la petite surprise. Elle est toute petite, je tiens à le dire. Est-ce que ça s'entend bien? Un petit peu. Merci David Vincent, c'est un joli cadeau. Vous parlez bien sûr de beaucoup d'autres choses sur scène, vous parlez de l'indépendance après être parti de chez vos parents, et il y a ces phrases un petit peu violentes finalement quand on prend du recul. Il y a des phrases violentes, je sais plus lesquelles. Et on n'est pas tes copains, c'est pas un hôtel ici. Il y a beaucoup de choses comme cela. Et puis vous parlez surtout du fait que quand vous retournez chez vos parents, la sexualité c'est pas toujours évident. Non, en fait mais j'ai surtout remarqué une chose, c'est que je pense qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui en ont marre de leurs parents parce qu'ils sont encore chez eux. Et c'est peut-être un discours un peu de vieux con, désolé du mot, mais c'est vrai que plus on s'éloigne d'eux, et quand on les retrouve, on a un sentiment différent. On les aime de plus en plus parce qu'on les voit vieillir, entre guillemets. Nous, on évolue, et donc on a envie de prendre soin d'eux. C'est normal, c'est nos parents, c'est ceux qui
qui se sont occupés de nous depuis tout petit. Donc moi, c'est vrai que j'aime de plus en plus aller les voir, manger des huîtres avec eux, même s'ils n'aiment pas les huîtres, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est des phrases qui m'ont marqué et puis qui marquent aussi les gens. Le c'est pas un hôtel ici, on n'est pas tes copains. C'est des phrases qu'on a tous entendues, qui nous ont un peu vexés parce qu'on n'est pas tes copains. T'as envie de leur dire, ça fait 25 ans qu'on se connaît, donc on n'est pas des colocs non plus. Mais voilà, je les embrasse très fort. Vous dites professionnellement ça va, perso ça va, amoureusement c'est la cata, ça fait sourire tout le monde parce que vous en jouez beaucoup et vous traitez ces sujets tellement bien, David Voinson, avec un bon recul qu'on a vraiment l'impression que vous avez vécu beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît parce qu'il y a un regard extrêmement mature sur ce qu'il ne l'est pas. Parfois. Comment vous pouvez expliquer? Je sais que vous avez tenté de me répondre, mais j'ai envie d'aller encore plus loin. Je sens qu'il y a quelque chose là-dessous. Oh là, on va payer 80 balles pour la séance de psy. C'est gratuit aujourd'hui. C'est vrai, j'adore. Je sais pas. Merci si vous voyez comme une maturité les propos, mais je sais pas du tout. Moi, je sais que je parle de ce que j'apprends des relations que j'ai pu vivre et on va pas se mentir, dans la plupart des relations, si j'aurais pu faire autrement, je l'aurais fait. Mais ça me tient à cœur d'en parler, je sais pas pourquoi. C'est peut-être une séance de psy gratuite que je fais moi aussi quand j'incarne les deux personnages, avec la blonde qui est devenue iconique. Mais je sais pas, ouais. C'est un peu enfoui en moi. C'est un truc où j'ai quand même envie d'en parler parce que j'ai au fond envie de trouver des réponses. Et c'est vrai que dans la plupart des vidéos, les gens voient la blonde comme une personne assez hautaine et caractérielle. Et en fait, la vérité, c'est juste moi, ce que j'avais envie d'entendre à ce moment-là dans ce genre de relation. Voilà, quand on dit dans l'engagement que moi, j'ai peur de m'engager, quand la fille dit à la fin, j'ai envie que tu partes, c'est une phrase que toutes les filles aimeraient dire. Et je le vois dans les commentaires, j'aurais tellement aimé lui dire ça à mon ex et tout, alors que ça fait 1 an qu'il n'arrive pas à s'engager. Les mecs, ne soyez plus indécis parce que ça bouffe au fond une fille et ça peut lui faire du mal, vraiment. Là, c'est un truc un peu moins drôle qu'on évoque, mais c'est vrai que d'être indécis et de jouer avec les sentiments d'une personne, on le fait peut-être pas exprès, mais en face, si l'autre est sûr d'elle, ça peut lui faire vraiment du mal et ça peut la freiner dans sa construction personnelle. Vous, c'est ce que vous en avez appris et il y a des choses que vous regrettez et du coup, ces vidéos, finalement, elles vous apprennent aussi quelque chose du fait que vous ne recommenceriez pas les choses de la même manière. Oui, après, vous savez, les gens, on a beau leur expliquer 8 fois qu'il faut pas faire ça. L'amour, le problème, c'est qu'ils le font quand même. Hein. C'est ça. Hein. Moi, je trouve ça magnifique, les relations amicales et amoureuses, surtout amoureuses, parce que tu peux être une fille, tu peux ne plus vouloir voir un mec, tu dis à ta meilleure amie, c'est plus jamais je ne le vois. Il t'envoie un message et tu le vois dans l'heure. Et ça, je trouve ça très drôle. Et en vrai, je trouve ça très beau parce que les sentiments, c'est incontrôlable. C'est vrai. On va continuer à parler avec vous dans cette émission, David Voinson. Dans un instant, on parle d'Anterras et on poursuit cette émission également avec nos chroniqueurs David Schweger et Kevin Derblum qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. Sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour à tous. 5 gardes frontières israéliens blessés dans la matinée, dont 3 grièvement. C'était lors d'une opération antiterroriste menée par Tsahal dans le camp de réfugiés de Toul-Karem. Les militaires blessés ont pu être rapidement évacués pour être pris en charge. Des centaines de femmes érythréennes ont manifesté plus tôt dans la journée à Tel Aviv. Elles dénoncent l'incapacité de la police à mettre un terme aux affrontements entre partisans et opposants du régime érythréen. Plus de 26 000 Ukrainiens, dont 15 000 militaires, sont portés disparus depuis le début de la guerre russo-ukrainienne qui a commencé il y a 1 an et 8 mois. C'est ce qu'annonce le gouvernement ukrainien. La France figure parmi les 10 pays européens où la population incarcérée progresse, prévient la Cour des comptes dans un rapport publié aujourd'hui. L'institution rappelle que le taux d'occupation des maisons d'arrêt était de près de 143% à la fin de l'année dernière. Le Mont Blanc, plus haut sommet de l'Europe occidentale, a été mesuré il y a 1 mois à 4805 mètres, en baisse de plus de 2 mètres en 2 ans par rapport au dernier relevé, selon les géomètres experts de Haute-Savoie. Enfin,
Enfin, climat toujours avec les températures mondiales qui continuent de battre des records. Le mois de septembre a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde. C'est ce que révèle la dernière étude de l'Observatoire européen Copernicus. Et merci beaucoup Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec David Boinçon et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Itzik Moshel, directeur de Dialangue. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialangue vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialangue, prix exceptionnel pour une année, 510 €. 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialangue au 01 43 64 13 30 ou dialangue.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui David Boinçon pour ce spectacle en tournée en France à partir du 27 décembre au Trianon pour 4 dates exceptionnelles reprises à partir de ce samedi. Et d'ici là, on vous retrouve dès aujourd'hui David sur Prime Video avec votre série En terrasse. Et c'est votre série puisque c'est votre idée. Absolument, je l'ai ensuite coécrit avec Bastien Dartrois que j'embrasse et des scénaristes et une équipe des réals incroyable. Et j'ai hâte, donnez-moi vos retours si vous regardez cette série. Franchement, c'est une short-com, c'est-à-dire qu'un épisode c'est 12 minutes. C'est ça, et c'est le premier programme court sur Prime Video, de ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, ils ont voulu tester ce format, ils nous ont fait confiance et je les remercie. Et donc vraiment 12 minutes, vous pouvez les regarder partout dans les transports, au travail. Bon, vous faites pas gauler non plus, mais au petit la pause déjeuner. déj, ça passe. Exactement. Donc voilà, et n'hésitez pas à me donner vos retours sur Instagram, sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en avez pensé. Là, c'est les 4 premiers. Semaine prochaine, 4 autres, et ça se termine le 19 octobre où vous aurez les 12 épisodes. Exactement, les 12 épisodes. L'idée, est-ce que c'était de partir d'une bande de potes, un peu comme on a pu le voir, par exemple, dans la série Soda avec Kev Adams, ce côté comme ça, très sympathique, la jeunesse, en l'occurrence différemment, parce que là, on est sur une jeunesse qui devient adulte. Ouais. Est-ce que c'était ça, vraiment l'idée, faire passer des messages de la jeunesse qui évolue ? Ça, oui, l'idée. Qui rentre dans la vie active, etc. Exactement. L'idée principale, c'était déjà de faire une série sur l'amitié, sur un groupe de potes qui galèrent niveau sentimental, niveau professionnel, et tous ces axes que j'avais vraiment envie d'explorer, que j'ai exploré aussi parfois en vidéo. J'avais envie de faire une série vraiment très bon délire avec Florent Hall, qui est également mon meilleur pote dans la série et dans la vie. Dans la vraie vie à Bordeaux, Diane Segar qui est une comédienne incroyable. Il y a aussi Laurine Nounet, Malika Joanie. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a Olivia Cotte, il y a Titoff, il y a Antonia de Redinver, je sais jamais comment Redinger, comment on dit son nom, et Diane Segar que j'embrasse très fort parce qu'on l'aura bientôt dans cette émission. Ouais. Donc le pitch, oui, c'est ça, c'est 3 potes qui rentrent dans la vie finalement. Vous êtes là toujours les uns pour les autres. Flo, c'est un peu le mec en couple, un peu posé, tranquillou. Ouais. Et vous, David, c'est un personnage en pleine crise. Voilà, mon personnage n'est pas heureux dans son travail, il a envie de changer de travail, il ne sait pas s'il a envie de profiter de sa vie de célibataire ou se mettre en couple, ça c'est totalement autobiographique, on va pas se mentir. Et voilà, et puis Diane qui est vraiment le personnage un peu, comment on peut dire, piment de cette série. Piment et un peu la maman, si je peux dire. Je sais pas si c'était ça l'idée, mais on a la sensation qu'elle vous protège en tout cas beaucoup. Et ça me fait plaisir que vous ayez vu ça dès les 4 épisodes, parce que c'est vrai que c'est un personnage aussi haut en couleur, elle est vraiment très extravertie. Elle aime la vie. Elle aime la vie, elle aime boire. Je précise d'ailleurs que dans la série, nous ne buvons que des boissons sans alcool. C'est bien de le préciser, mais beaucoup de café quand même, il faut le dire, surtout quand on est amoureux. Allez, un petit extrait bande-annonce. Il y a des histoires qu'on voudrait vivre, celles qu'on aimerait oublier, et surtout celles qu'on se raconte. En terrasse. C'était pas elle avec qui t'es rentré. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas choisi mon taf. Les meufs me choisissent pas non plus de ouf. Mais je les ai choisis eux, quand j'avais 5 ans. Imagine, je meurs demain, j'aurais fait quoi de ma vie ? T'as envie de bête de pote ? Allez. Yes.
Voilà tous les sujets à évoquer dans cette mini-série. Emménager seul pour la première fois, enchaîner les relations sans lendemain, appréhender les galères d'argent, atterrir dans une nouvelle ville, accepter les boulots éclatés, aimer, se séparer, mais à nouveau, boire en perd son foie, dire plus jamais, repartir en soirée le lendemain, dire non mais cette fois, mais vraiment plus jamais, et puis y retourner, et puis suivre cette fille en boîte, avoir peur de l'avenir. Qu'est-ce qui vous a inspiré, David Ouinson? C'est votre vraie vie, c'est l'observation des gens autour de vous? C'est une loupe, c'est exagéré, comment on peut voir les choses? Oui, bon, évidemment, on pousse un peu les traits, les caractères des personnages, mais ça a été vraiment un peu tout ce que vous avez dit. Ça a été vraiment une partie de ma vie, aussi de mes meilleurs amis. Quand je retourne à Bordeaux, où je revois mes meilleurs amis, nous aussi, on se retrouve à la terrasse d'un même bar. C'est un peu notre QG, c'est exactement pareil. Et on fait l'observation. C'est aussi une observation sur la génération actuelle. J'ai 25 ans, il y a toujours des problèmes de questionnement, d'avenir. Aujourd'hui, l'avenir, on a l'impression que c'est de plus en plus indécis. On avait envie d'aborder ce genre de sujet, pas trop profond non plus pour pas plomber l'ambiance. C'est quand même une série assez légère, mais les thèmes sont très importants. La question de l'avenir, la question des sentiments, des relations amicales et amoureuses. Ouais, on le ressent vraiment dans cette série que j'ai regardée. J'ai trouvé que c'était très agréable parce qu'en effet, c'est la volonté, se détendre, passer un bon moment, mais il y a quand même des messages forts, c'est ce qu'on entend en tout cas, et c'est, je crois, la volonté de ce que vous avez envie de faire, que ce soit sur la scène, sur les vidéos, mais aussi dans cette série. J'ai envie de parler, pour une dernière question, de cette génération. Est-ce que vous la comparez, par exemple, parce qu'on voit qu'il y a une forte maturité? Est-ce que vous parlez avec vos parents? Est-ce qu'ils vous disent, nous, c'était différent? Est-ce qu'il y a un regret de quelque chose qu'on n'a pas vécu? Qu'est-ce que vous pensez de cette génération? Bah, même inconsciemment, c'est vrai qu'ils m'en parlent d'eux-mêmes, où ils voient que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que, par exemple, avoir un enfant. J'en fais vraiment pas une généralité, mais c'est vrai que à mon âge, moi, mon père avait déjà 2 gosses, et aujourd'hui, moi, j'ai un passe Navigo, ce qui est vraiment très différent. Mais c'est vrai. Et puis j'ai vraiment pas envie non plus de plomber, tu vois, en disant, bah aujourd'hui, on va tous mourir, on est tous pauvres, on galère tous. Non, il y a aussi un peu d'espoir. C'est ce qu'on a aussi envie de défendre dans cette série, c'est que si on est bien entouré avec des potes qui nous conseillent, qui nous guident, et ben ça fait du bien et on se sent beaucoup plus léger ensuite. Vous avez parlé de potes, il y a Flo, votre meilleur ami, qui vous suit autant à la scène, parce que par exemple quand je suis venue vous voir à l'Européen, il est passé faire un coucou, donc vous êtes très 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 fidèle. Vous l'avez avec vous sur scène, et je crois qu'il fait un petit peu dans la série, je veux dire, il fait un petit peu de scène. Et il y a un autre ami à vous dont on va parler dans cette partie d'émission, parce qu'on découvre toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, David Schweiger nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Au théâtre. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour David Ouinson. Bonjour. Alors, comment mettre ma chronique au goût de notre invité autrement qu'en tournant mon regard du côté du stand-up et en allant voir allez, appelons-le un vieux copain de régiment, un collègue, un compagnon de la première heure de notre invité, du côté du théâtre de la Gaîté-Montparnasse, et de laisser Thomas Marty, puisque c'est de lui qu'il s'agit, me divertir pendant 1h30. C'est en effet sur les planches du célèbre théâtre qui accueille depuis plus de 130 ans les vedettes du café-concert, l'ancêtre. Eh oui, l'ancêtre du stand-up, que Marty a choisi de nous conter de manière drôlissime l'abord de la trentaine dans son spectacle Allez, la bise. Celui que le public attend tel un héros, celui qui les a fait rire quand il allait sur YouTube à Marseille, à Montpellier, à Clermont-Ferrand, fait une halte sur la scène parisienne pour informer ses fans qu'il a atteint l'âge de la maturité. À 30 ans, les choses deviennent sérieuses. On se trouve des airs de daron quand on se regarde dans le miroir ou quand on pose la main sur l'appui-tête du siège passager en faisant marche arrière en voiture. C'est donc vraiment l'âge de la maturité pour Thomas Marty, on est sûr? Puisqu'il nous le dit, Cyrielle, et que j'en ai été le témoin. Fini le temps des jeunes filles en fleurs, de la drague, de l'insouciance, de la bringue entre copains. C'est tout juste s'il peut encore venir nous parler sur scène. Bienvenue le temps du couple, avec une femme d'une tête plus grande que lui qui lui impose sa taille autant que son autorité. Bienvenue le temps des dîners mondains, le temps d'acheter des bougies et du parfum d'intérieur pour accueillir des amis embourgeoisés qui amèneront bien sûr
une bouteille de Saint-Émilion de chez leur caviste de la rue de Babylone et un Saint-Nectaire de chez leur fromager de la rue de Sèvres. C'est le temps où l'on voit arriver les premières déclarations d'impôts parmi d'autres courriers qui vont vous signifier méthodiquement que chacun de vos week-ends est complet. Les enterrements de vie de garçon, version Schtroumpf, les mariages, les pendaisons de crémaillère au thème de l'Écosse. Tout est réuni pour que vous n'ayez plus une minute à vous. Et puis c'est le temps de dire adieu à la maison familiale. Lorsque vous retournez chez vos parents, et on en parlait il y a un instant, et que votre mère veut vous soigner à la tisane, que l'on vous propose le thermomètre rectal usé par toute la famille, que la confiture que vous découvrez dans le frigo est ornée d'une couche de 2 cm de moisissure, que vous risquez votre vie en abîmant dans le micro-ondes les Tupperware chéris de votre maman, ou que votre papa, après avoir découpé le gigot du dimanche à l'aide d'un couteau électrique de 1987, conservé pieusement depuis, vous propose d'un air débonnaire un petit Dijon. Vous savez, Cyrielle, oui, vous savez que l'âge de l'enfance est passé et que celui de la maturité, avec son cortège de choses plus ou moins désagréables, arrive. Thomas Marty nous le dit en serrant un misérable bourrelet au bas de son ventre. Il a pris de la bedaine, il est au bord de la sciatique. Pire, ses performances sexuelles ne sont plus ce qu'elles étaient. Aïe, aïe, aïe. Alors certes, David Thomas Marty a vieilli, mais en a-t-il pour autant perdu son style? C'est vrai, là, c'est vraiment la question. Fort heureusement pour nous, pour son public, non. Pour le plus grand bonheur de son public, pendant 1h30, enchaînant les anecdotes dont chacune fait mouche, Marty entraîne son auditoire avec un art consommé, des enchaînements et des ruptures, déambulant sur la scène avec l'air et la démarche clownesque que l'on connaît à un certain Gad Elmaleh. J'ose le rapprochement car il y a assurément un air de ressemblance. Le jeune trentenaire nous tient en haleine de manière continue et sans flottement. Une maîtrise du stand-up qu'il doit sans doute à sa puissante relation avec son public et son art consommé de l'improvisation. Le soir où j'ai assisté à la représentation, tout en enchaînant son spectacle avec beaucoup d'habileté, il a par exemple entamé un dialogue avec Gabriel, qui avait le malheur de tousser un peu trop fort pour rapidement l'enterrer des suites d'un décès du Covid. Il a également séduit, malgré les menaces putatives de sa compagne, une certaine Mylène dans l'Assemblée et réalisé plusieurs sondages sur la longévité des couples dans son public, histoire de savoir si ça valait la peine de se marier ou pas. Du haut vol en matière d'interaction avec la salle, ce qui n'est pas pour peu dans la vitalité et le brio de son spectacle. Et que dire en conclusion, David? Une petite conclusion? Eh bien, qu'il est fort drôle et bienvenu pour tous les épicuriens trentenaires et post-trentenaires. Je ne sais que trop bien de quoi je parle. Ceux dont le frère vient d'avoir un enfant alors que vous n'êtes que tonton. Les nostalgiques des dîners de famille le dimanche où le gigot a le goût de l'enfance et le Dijon le goût du temps qui passe. Et tous ceux pour qui la prise d'âge n'a pas le goût de l'évidence d'aller écouter Thomas Marty au Théâtre de la Gaîté. Avec lui, l'âge ne vous lâchera pas. Mais il aura au moins quelque chose de drôle. Vos cheveux gris vous en paraîtront moins sinistres et vos bourrelets plus légers. Merci donc, Thomas Marty. Et on va vous trouver Gabriel, je crois, David Schweger. Merci beaucoup. Merci à vous, David, pour cette chronique. Je rappelle que le spectacle de Thomas Marty, Allez la bise, produit par Jean-Philippe Bouchard, se joue à 19h au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, bien évidemment, sur les prochains jours jusqu'en décembre. Merci beaucoup. Et puis c'est vrai, c'est les amis avec qui vous avez démarré. Je suis très content que vous ayez parlé et ben voilà, que vous ayez parlé de lui. C'est vraiment un vrai ami sur qui on peut compter dans ce milieu. Et c'est un peu la suite logique. Il parle de la trentaine, je parle des 25 ans. Il faut juste trouver un mec qui parle de 50 ans maintenant et puis on sera bon. On va y penser. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Kevin Derdo. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Kevin. Bonjour Cyrielle, bonjour David Vincent. Je suis ici pour parler de vos goûts artistiques et culturels du moment. Eh oui. Et on commence tout de suite en musique. David Vincent, vous qui jouez de la batterie, nous allons bien sûr parler de trompette et d'un artiste dont vous êtes fan depuis plusieurs années. J'ai nommé Ibrahim Malouf et son titre qu'il a composé après un voyage à Beyrouth. Il s'agit de Beyrouth qui deviendra son morceau fétiche.
Flashback, nous sommes en 1993. Ibrahim Malouf n'a que 12 ans lorsqu'il découvre la ville qu'il a vue naître. La capitale du Liban vient de subir 15 ans de guerre civile et religieuse. Le trompettiste compose cette mélodie en se baladant dans les rues de Beyrouth. Portant son casque éteint sur les oreilles, il découvre vers la fin de sa balade une ville meurtrie en reconstruction. Il tombe face à une vision d'horreur, une rue pleine de débris qui porte encore les stigmates d'un attentat à la voiture piégée quelques heures plus tôt. La rue est laissée comme cela pour les besoins de l'enquête. Il est traumatisé par cette vision, remet la musique dans son casque, puis s'enfuit en courant. C'est Led Zeppelin qui l'accompagne dans cette fuite. À cette époque, il n'a que ça dans son Walkman. Son premier morceau, Ibrahim Malouf l'a construit comme une longue balade qui se termine par une explosion, justement à la Led Zepp. Cette chanson Beyrouth est une rencontre entre deux mondes, entre l'Occident et l'Orient, le jazz et le hard rock. En 2006, il décide de renouer avec cette histoire. Comme pour bannir ce souvenir terrible, il recolle la mélodie qu'il avait composée en se baladant dans Beyrouth avec une fin en hommage à Led Zeppelin. Et ça donne ce titre, Beyrouth, que vous aimez certainement beaucoup, David Voinson. Pourquoi vous l'aimez, ce titre, David ? C'est très particulier pour moi. Je l'ai rencontré, je l'ai écouté au hasard en seconde première. Et ce son, surtout Beyrouth, je l'écoutais tous les jours en allant au lycée. Et je rêvais de faire la fin de mon spectacle sur ce son-là. Et Ibrahim Malouf, je l'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça. Et je lui ai dit que j'étais fan. En fait, sa musique, c'est très particulier pour moi. Ça me fait quelque chose dans le corps, je sais pas comment vous dire. Et je l'aime humainement, artistiquement, c'est quelqu'un d'incroyable. Ibrahim Malouf est récompensé aux Victoires de la musique, gagnant d'un César de la meilleure musique de film en 2017 pour Dans les forêts de Sibérie, mais aussi nominé aux Grammy Awards. Le musicien franco-libanais est un adepte du métissage, des styles et emmène les spectateurs vers des atmosphères allant du rock aux musiques orientales. Ibrahim Malouf a été repéré par la légende vivante Quincy Jones et qualifié de virtuose par le New York Times. Il a collaboré ces dernières années avec Wynton Marsalis, Angélique Kidjo, Mélodie Gardot, Josh Groban, Marcus Miller, Salif Keita et bien d'autres. Que des grands, oui. Il devient en 2016 le premier jazzman de l'histoire à afficher complet dans la grande salle de concert de France, l'Accor Arena de Paris-Bercy. Le musicien va rejouer les titres de son dernier album, Capacity to Love, sorti en novembre 2022, un 15e disque qui contient 15 morceaux et dans lequel on retrouve encore une fois de très très belles collaborations. Ibrahim Malouf fait une nouvelle fois danser le monde autour d'un même message positif, prônant tolérance et amour, un message qu'il présentera en live à son public dès le 28 octobre, en démarrant une tournée qui se terminera en beauté avec une date à l'Accor Arena de Paris le 29 novembre. Il interprétera donc son projet devant plus de 20 000 personnes, une année bien chargée pour Ibrahim Malouf qui sortait récemment le clip de sa collaboration avec le rappeur D-Smoke, The Pope. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. Et on va poursuivre en chanson avec une autre artiste que vous écoutez en ce moment, David Voinson, et que nous avons reçu sur Radio J. Oui, Cyrielle, il s'agit d'Emma Peters qui s'est fait connaître avec des reprises qu'elle poste sur YouTube depuis sa chambre, essentiellement des titres hip-hop qu'elle revisite en guitare-voix. Ces reprises cumulent des millions de streams, parmi les plus connus Gisèle, Femme Like You ou Clandestina pour ne citer qu'elle. Flashback, nous sommes en mars 2022, l'auteure, compositrice et interprète sort son premier album intitulé Dimanche, où elle chante ses amours et ses doutes avec humour et sans artifice. On va s'intéresser à la chanson Le temps passe. Je veux pas que le temps passe, je sens que je t'oublie un peu. Comme dit l'adage, il faut souvent faire le deuil d'une relation après une rupture. Dans son clip Le temps passe, Emma Peters nous livre une sorte de témoignage de ce long processus. Mais voilà, elle n'a pas vraiment envie d'oublier et reste hantée par les vertiges de l'amour perdu. Moi, je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Tout ce qui m'est arrivé de mieux. En rythme et rime, la chanteuse est prête à faire la guerre à son cerveau et à son cœur pour garder ses souvenirs tout en ayant conscience qu'elle n'a pas de prise sur ce que le temps efface. L'artiste met en scène un pèlerinage amoureux en sillonnant des routes de montagne. Son pèlerinage se veut intérieur. Emma Peters nous fait passer de l'ombre à la lumière, des rires au silence. De l'ombre ou de la lumière, lequel des deux nous éclaire, se demandait le philosophe Calogero. Eh bien, il n'en reste pas moins que Le temps passe est un titre parfait à
à écouter après une rupture car il nous rappelle qu'on finit par guérir. La chanteuse fait partie des artistes en lice pour les victoires de la musique 2023 dans la catégorie Révélation féminine. Et oui, Emma Peter sera en concert à la Cigale à Paris le 26 janvier 2023. Et c'est passé le 26 janvier 2023. Pardon, bah oui, elle était, pardon, mais oui. Autant pour moi, elle était, pardon. Mais oui, et oui, elle était en concert, on imagine qu'elle va revenir. Pourquoi vous aimez cet artiste, David ? Déjà, merci infiniment. Vous venez de mettre Ibrahim Malouf et Emma Peters à la suite. Et si j'ai un conseil à celles et ceux qui nous écoutent, venez au Trianon. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il peut y avoir quelques surprises. Ah là là, alors là, vous avez trop teasé. Pendant ces 4 dates au Trianon. Et Emma, je l'ai écoutée dans des compilations YouTube. Parce que sa voix, en fait, est très connue dans les compilations YouTube. Et j'ai été surpris qu'elle soit française parce que je connaissais pas ses compositions en français. Et c'est un amour et elle est très talentueuse. J'y étais à son spectacle et c'était génial. Et puis on espère qu'elle reviendra chanter et qu'elle nous prépare un prochain album, surtout que j'attends avec impatience personnellement. Après la musique, la lecture avec vous, Kevin Derboum, avec un livre que vous souhaitiez nous recommander. Oui, David Voinson, vous qui avez écrit Les balles perdues, générateur de punchline face au relou, je vais me permettre de conseiller un livre à ceux qui souhaiteraient découvrir comment écrire et faire du stand-up. Il s'agit du livre de Judy Carter, le Comedy Bible, le guide ultime pour écrire et faire du stand-up. Judy Carter est une magicienne, une comédienne devenue coach. Depuis 1984, elle anime des ateliers sur le stand-up et dispense ses conseils dans ses livres et conférences. Son livre est une sorte de manuel qui a pour but de nous permettre d'écrire, jouer et de lancer une carrière dans le stand-up. Ce manuel nous invite à repousser la procrastination et nous engage à faire le nécessaire pour soi et sa carrière. Un livre à mettre entre toutes les mains, que l'on soit débutant ou en train de créer du nouveau contenu pour son prochain zénith. Les méthodes éprouvées de Judy Carter sont légendaires. Parmi les meilleurs artistes d'aujourd'hui, parmi les anciens participants à ces ateliers, on compte entre autres Seth Rogen, Anna Gatsby, Sherry Shepard et Maz Jobrani qui sont de grandes stars de l'humour. On dit de Judy Carter qu'elle aide les autres à trouver leur personnalité authentique et à communiquer d'une manière qui fait rire le public. Les exercices de ce livre vous feront quitter votre canapé et monter sur scène en vous aidant à développer les compétences nécessaires pour envisager et réussir une carrière dans la comédie. Et on va terminer brièvement avec un film que notre invité du jour compte bien voir. Oui, en effet, Cyrielle, il s'agit du livre des solutions de Michel Gondry. Après 8 ans d'absence, le réalisateur Michel Gondry fait son retour avec le livre des solutions, un récit tendre et chaotique d'un réalisateur aussi génial que tourmenté. Le film nous narre l'histoire de Marc, interprété par Pierre Ninet, qui prend la fuite avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. Un film drôle et poétique et inspiré de la vie de Michel Gondry. Pour être plus précis, le réalisateur confie que le personnage de Marc est lui, je cite, à 90%, et que certains passages du film sont des références directes d'un épisode survenu lors de la post-production de son film L'écume des jours. Il raconte, je le cite, « Je prenais des médicaments pour l'humeur et des obsessions intenses qui m'empêchaient carrément de vivre. Durant le tournage, ça s'est dégradé. À la fin, je suis resté dans le studio pendant 1 mois et demi. On a commencé le montage et j'ai arrêté mon traitement. Là, mon esprit a explosé. Un mélange de mégalomanie et de peur, avec des moments super intenses où j'avais l'impression de faire partie de l'histoire, de créer des choses totalement innovantes. Un psychiatre m'a diagnostiqué bipolaire peu après. Je ne vous en dirai pas plus, mais le livre de solutions de Michel Gondry est bel et bien une autofiction hilarante. Alors si vous n'avez pas peur des punaises de lit, rendez-vous dans les salles obscures pour vous faire votre avis. Ah c'est vrai, ça fait flipper tout le monde ce truc en ce moment. Tout le monde en parle et il paraît que c'est une horreur. Alors je vais donner un petit tuyau qu'on m'a donné. Il paraît que c'est très très sensible d'une part à la chaleur et au froid. Donc pour les vêtements, il faut les mettre dans le congélateur. Et pour ce qui est du lit, il faut prendre, vous savez, ces espèces d'appareils à vapeur pour défroisser un steamer. Et donc a priori ça marche très bien. Sinon il y a une autre technique, il faut déménager. Voilà, tout simplement. Ah ouais, mais ça peut être un peu plus cher ça, David Voinson. Merci beaucoup. Kevin Derboum. Tout de suite c'est l'introspection sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça avec vous maintenant, David Voinson. 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître. David Voinson, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ?
quelques relations, que ce soit temporaire ou un peu plus longue, que ce soit avec mon ex ou avec d'autres, et faire un peu moins de mal et être plus sûr de moi. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? De pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Parce que honnêtement, il va faire sa vie tout seul et il va falloir qu'il se plante pour apprendre. Donc voilà. Quel a été alors le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Ça serait très prétentieux de répondre, je pense aujourd'hui. Si vous voulez bien, je reviendrai quand j'aurai 50 ans et on refera un débrief. Promis. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue ? La plus grande erreur de ma vie, je crois que... je sais pas. Je pense que ça a été de tricher au bac d'histoire. Au bac d'histoire et je regrette parce que je pense que j'ai fait un peu de peine à un prof. Alors c'était le meilleur prof d'histoire au monde, il est parti malheureusement et ça a été un prof d'histoire incroyable. Si je peux raconter juste une petite chose, c'est qu'en fait en terminale on avait un voyage scolaire à Paris à faire, donc pour un jeune du bassin d'Arcachon c'était incroyable et je commençais à écrire des sketchs et je me suis dit je vais à Paris, c'est impossible pour moi de ne pas faire de scène et donc j'en ai parlé à mes professeurs et il y en a un qui était un peu plus frileux et mon prof d'histoire m'a dit vas-y on y va. J'ai appelé le Jamel Comedy Club et j'ai fait ma première scène ouverte à Paris, c'était la Deb Jam Comedy Club au Jamel Comedy Club, avec toute ma classe de terminale au fond, et mes profs qui étaient très contents. J'ai très peu de souvenirs de ce moment-là, mais c'est grâce à mon prof d'histoire que j'ai pu accéder à cette scène, donc je le remercie. C'est une très jolie histoire. Qu'aimeriez-vous faire, David Voinçon, mais que vous ne faites peut-être pas aujourd'hui par peur d'être jugé ? Plus jouer la comédie et plus être sûr de moi. Parce que je pense que ça peut paraître comme prétentieux ou par un excès d'ego parfois. Et donc j'ai souvent tendance à en faire un peu moins. Et donc je pense que le travail aujourd'hui, c'est être plus sûr de moi et de travailler encore plus. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie ? Je pense que j'ai rendu fiers mes parents et de plus en plus et ça fait plaisir. Si je vous on parle... va chialer là au bout d'un moment avec tout ça là. Et on Mais n'a pas c'est bien. terminé, David Voinçon. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? À l'heure actuelle, totalement les deux. Totalement les deux. Oui, totalement les deux. Ça fait du mal, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'on se sent vraiment vivant quand on aime quelqu'un, quand on se sent aimé. Et malheureusement, on se sent aussi vivant quand on fait du mal à l'autre. Et donc, vaut mieux rester sur l'amour. 3 dernières questions rapides. Si vous pouviez changer une seule chose sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi ? Sur mon corps, je pense qu'on va passer sur une épilation au laser sur le torse. Et sur mon mental, je pense essayer d'être moins aigri. Beaucoup de gens me le disent, d'être moins aigri et surtout de profiter du moment. J'arrive jamais à me satisfaire d'un moment, j'en veux toujours plus et je réfléchis toujours à l'après. Et donc je suis rarement heureux et content sur un instant T. Si vous étiez président, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Waouh, c'est très bateau. Je pense que si je serais président, je ferais un 14 juillet beaucoup plus souvent dans l'année parce que j'ai l'impression que les gens sont très heureux le 14 juillet. La dernière question, je vous la réserve pour de la toute fin d'émission. D'accord. Ok ? Allez, vous restez avec nous sur Radio J dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre experte Judith pour le portrait de notre invité, mais tout de suite, la pause et le journal de l'info sur Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier Guerre du Kippour 1973, ces jours où Israël a tremblé. Comment la guerre du Kippour a pris de court l'état-major et les responsables politiques. Comment elle a changé ensuite la donne politique. Les témoignages notamment de Ron Huldaï, de Dan Meridor, de Yoel Sharon et d'autres. Et puis, les conséquences géopolitiques avec l'analyse notamment du choc pétrolier. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Message de François Vauglin, maire du 11e arrondissement de Paris. Que cette année 5784 nous offre le bonheur de voir la paix et la fraternité progresser partout dans le monde. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, bonheur et réussite. Que cette année soit douce comme le miel. Shana Tova.
Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour à tous. Des centaines d'Érythréennes ont manifesté en début d'après-midi à Tel Aviv. Elles dénoncent l'incapacité de la police à mettre un terme aux affrontements entre partisans et opposants du régime érythréen. La manifestation a été organisée par des opposants au régime autoritaire avec de nombreuses pancartes exigeant la fermeture de l'ambassade du régime terroriste dans la ville. Une ambassade qui a été au centre d'émeutes sans précédent le mois dernier, des émeutes qui ont fait plus de 100 blessés. 5 gardes frontières israéliens ont été blessés dans la matinée, dont 3 grièvement lors d'une opération antiterroriste menée par Tsahal dans le camp de réfugiés de Toul-Karem en Judée-Samarie. L'objectif principal de la mission était l'arrestation d'un Palestinien suspecté d'activité terroriste. Au cours de l'opération, des affrontements ont eu lieu entre Tsahal et des Palestiniens. Les gardes frontières ont été blessés au moment du retrait des forces israéliennes de Toul-Karem. Toul-Karem qui devient une nouvelle zone de tension en Judée-Samarie. C'est ce que nous explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. On voit en tout cas qu'après justement Naplouse et aussi Jenin, c'est maintenant la région de Toul-Karem qui devient une nouvelle place forte terroriste avec les mêmes techniques de guérilla urbaine, tirs de sniper, charges explosives et mines pour empêcher l'entrée des forces de sécurité israéliennes. Ce matin, 3 organisations terroristes se sont d'ailleurs empressées de revendiquer les accrochages de Toul-Karem. Le djihad islamique qui a aussi annoncé que les 2 terroristes tués étaient de ses rangs, le Hamas et la branche armée du Fatah. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Ottawa envisage de divulguer les noms d'anciens nazis ayant immigré au Canada. Le gouvernement canadien pourrait prochainement déclassifier une liste d'anciens collaborateurs présumés du Troisième Reich. Des collaborateurs qui ont trouvé refuge outre-Atlantique après la Seconde Guerre mondiale, a affirmé hier le Premier ministre du pays, Justin Trudeau. Cette réflexion survient à la suite d'un scandale qui a éclaté la semaine dernière. Un hommage a été rendu à un ex-soldat nazi au Parlement canadien en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans un texte voté à une très large majorité, le Parlement européen dénonce une épuration ethnique dans le Haut-Karabakh. À la suite de l'offensive éclair de l'armée azerbaïdjanaise, les eurodéputés réclament des sanctions ciblées contre les dirigeants azéris. Ils souhaitent par ailleurs un réexamen complet des relations de l'Union européenne avec l'Azerbaïdjan. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce que 3000 personnes de l'ultra-gauche sont fichées S en France. Le ministre est revenu ce matin devant la commission d'enquête sur les groupuscules violents de l'Assemblée nationale sur la mouvance d'ultra-gauche pointée du doigt après la manifestation de Sainte-Soline contre les méga-bassines en mars dernier. Et il a révélé des chiffres inédits sur le fichage des membres de cette ultra-gauche potentiellement violente. On l'écoute. J'aurais rappelé que 8000 individus font l'objet d'un suivi par les services de renseignement pour des raisons de potentialité d'action violente, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas islamistes. On parle souvent des fichiers S islamistes, ils sont nombreux, je rappelle que c'est 5300 personnes à peu près. C'est 3000 les fichiers S d'ultra-gauche et c'est 1300 les fichiers S d'ultra-droite. Alors le fichier S, c'est pas quelqu'un qui commet obligatoirement personnellement des actes répréhensibles, mais c'est quelqu'un qui peut être en contact ou qui finance ou qui est en lien extrêmement serré avec quelqu'un qui pourrait le faire. Donc je ne dis pas qu'il y a 3000 personnes d'ultra-gauche qui peuvent passer à l'action, je dis qu'il y a 3000 personnes qui sont suivies par la DGSI au nom de l'ultra-gauche. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ce matin devant l'Assemblée nationale. Enfin, le prix Nobel de littérature a été décerné en début d'après-midi à l'auteur norvégien Jon Fosse. Le jury du prix Nobel a tenu à saluer ses pièces de théâtre et sa prose innovante qui donne de la voix à l'indicible. Et merci beaucoup Etanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec notre invité David Voinson sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes.
Eh oui, l'hôtel El Konim Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konim Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00. 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konim Tel Aviv, incontournable. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Worsalter et Arthur Harari, le 27 septembre au cinéma. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si c'est le cas et que vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci mille fois pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, David Voinson, pour son spectacle en tournée en France qui reprend ce samedi à partir du 27 décembre au Trianon pour 4 dates exceptionnelles. D'ici là, on vous retrouve, David, dès aujourd'hui sur Prime Video avec cette série La Vôtre en terrasse. Il y a un petit stress quand même? Absolument. C'est le premier, depuis minuit, j'imagine que c'est posté. Oui, depuis minuit. Bah là, il y a un stress vraiment compacté entre la série et la tournée qui reprend. Voilà, je bois énormément de café en ce moment, on va pas se mentir. La question que je voulais vous poser, c'est là, vous avez le téléphone à la main. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent, qui vous donnent un retour, qui sont déjà en train de la regarder? Est-ce qu'il y a, que ce soit votre famille, vos amis, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, bien sûr. Il y a de tout. Il y a aussi, je regarde aussi énormément sur les réseaux sociaux pour savoir l'avis, positif ou négatif. Tout est constructif, on va pas se mentir. Les gens sont très contents, les gens ont hâte de voir la suite. Eh bien, écoutez, la suite elle va venir dans les prochains jours. Oui. En attendant, on reste ensemble et c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Evie. Tout de suite, on va écouter Des vents contraires, issus de votre nouvel album Le Hic, etc., sorti le 29 septembre, et on revient. Des vents contraires et comme un décalage horaire entre 2 mondes, mes yeux bruns, ton regard fier. On se retrouvera peut-être avant l'hiver. Des vents contraires, ils planent comme un courant d'air à contre-champ, une histoire singulière. Ainsi se brûlent les amants éphémères. À quoi ça tient, à quoi ça sert? Et même si on a tout pour se plaire, ainsi sont les âmes solitaires au gré des vents contraires, à contre-pied, à contre-cœur, me laisse à quai et t'emmène ailleurs. Des vents contraires et même si le charme opère, 2 vies se croisent, se frôlent et s'accélèrent. Tu fais demi-tour, je repars en arrière. Des vents contraires à suivre, des chemins, des chimères. À contre-temps, on s'attache, on se perd. Silence de plomb, la ligne n'est plus très claire. À quoi ça tient, à quoi ça sert? Et même si on a tout pour se plaire, ainsi s'en vont les âmes solitaires au gré des vents contraires, à contre-pied, à contre-cœur, te laisse à quai et m'emmène ailleurs.
Bonjour Evie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. En écoutant cette chanson, en entendant cette chanson, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à Florent Pagny. J'aurais aimé qu'il intervienne à un moment donné pour une belle envolée, tous les deux. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a ce côté très mélodieux dans Ces vents contraires. C'est un titre qui est issu de votre nouvel album qui s'appelle Le Hic, etc., sorti le 29 septembre. Ce n'est pas votre premier album, mais c'est un album que vous avez en solo. On vous connaît surtout au départ pour un duo, puisque vous étiez en duo sur les premiers albums. Oui, je sais pas duquel vous parlez, puis il y en a deux. C'est ça, il y a eu deux duos différemment. Voilà, c'est ça, il y a eu un duo électropop. Enfin, j'étais la seule chanteuse, mais avec un batteur et qui était de l'électro, on va dire. Guillaume Rossel, exactement. Le fils de Bernard Lavilliers au passage. Voilà, au passage, mais qui est quelqu'un qui fait beaucoup de live électro par ailleurs et qui est batteur. Donc ça s'appelait Theme Factory. Et après, j'ai fait aussi un projet qui s'appelait Paris Brune, où là, c'était un duo, effectivement, avec un autre chanteur. Avec Manu Lanvin. Alors non, c'est encore autre chose. Après, il y a eu beaucoup. En effet, vous avez fait pas mal de duos, trois albums différents. Et puis, en 2011, vous vous êtes lancé en solo avec cet album La Route, un premier album suivi de Sentimental System D. Et puis, Le Hic, etc. Qu'y a-t-il de vous sur cet album et qu'est-ce que vous avez voulu y mettre dedans ? Tous mes albums, il y a un peu de moi parce que souvent j'écris par un peu tranche de vie, donc du coup ça raconte un petit peu ce qui s'est passé dans les dernières années, plus ou moins proches d'ailleurs, je veux dire des événements plus ou moins proches de moi ou ce que j'ai vu autour de moi, etc. Après, donc j'ai écrit et composé toutes les chansons, donc forcément il y a beaucoup de moi et j'ai un arrangeur, Fred Perriot, avec qui je travaille et depuis l'album précédent. Qu'y a-t-il de vous dans cet album ? Qu'y a-t-il de moi ? Oui. Beaucoup. beaucoup. Il y a des chansons qui parlent d'événements qui me sont arrivés. Par exemple, le titre Papa qui parle de mon père. Voilà, on va l'écouter et on va comprendre. Allez. Il s'est éteint le temps lointain où je te croyais immortel. Depuis ta maison, ton jardin, la vue est toujours aussi belle. Où va la vie, ce qu'on devient? Les matins blancs, ces petits riens nous laissent de marbre mais debout, me laissent d'argile mais debout. On a gardé l'art et la manière, les embruns, l'atmosphère. Droit devant, cœur, regard à vous. Clin d'œil circulaire, circuler y a rien à voir. Retour au vestiaire. J'aime plus l'automne, j'aime plus l'hiver. J'aime plus les dates anniversaires depuis que t'es parti. J'aime plus l'automne, j'aime plus l'hiver. Le mois du juin fait des pères depuis que t'es parti. T'es parti. Je porte ton chapeau trop grand, l'espoir de pluie, de mauvais vent. Et s'il a fallu faire semblant, les jours sombres, les jours sans. Aurais-tu laissé quelque part, au fond d'une poche ou d'un tiroir, des cachets de toutes les couleurs, des vis pour réparer les cœurs, un peu de toi, un peu de baume, une ordonnance à l'encre noire, à suivre pour la quarantaine. J'aime plus l'automne, j'aime plus l'hiver, j'aime plus les dates anniversaires depuis que t'es parti. J'aime plus l'automne, j'aime plus l'hiver. Le mois du juin a fait des pères depuis que t'es parti, depuis que t'es parti. On entend bien ce que vous voulez nous dire, évidemment, Evie, sur l'antenne de Radio J. Il y a beaucoup d'émotions dans cette chanson, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais pourquoi avoir appelé cet album Le Hic, etc. Ce sont les hics de la vie, les choses qui nous écorchent, qui nous font mal parfois. Exactement.
J'ai une chanson qui s'appelle Le Hic, qui est un peu un constat sur à mon niveau, hein, vraiment pas forcément très très engagé, mais sur un constat sur un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui marche pas super bien quand même, hein, et qui est un peu superficiel. Il y a pas mal de choses qui restent en surface, etc. Et du coup, j'ai pris cet exemple-là. Je parle un peu je fais allusion, on va dire, aux réseaux sociaux. Je fais allusion aux émissions de télé-réalité, etc., etc. Des endroits où je me sens pas forcément très bien, et en même temps, je suis obligée moi aussi de jouer avec. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. On est obligé en tant qu'artiste, de les utiliser beaucoup. Et en même temps, il y a un côté très très ironique. Ouais. Voilà. Donc, comme ça n'était pas très droit tout ça, je me suis dit tiens, on va faire une chanson, voilà, quand il y a un thème qui commence à une chanson là-dessus, ouais. Sur les réseaux sociaux. Cet album, il vient de sortir, on peut l'écouter où, Evie? Est-ce qu'il est en physique ou on va sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer? Alors, il est sur les plateformes d'écoute, évidemment. Et sinon, en physique, pour l'instant, j'ai pas fait distribution en magasin, mais il est en physique sur le site du label Horizon Violet et sur mon site evimusic.com. Est-ce que vous êtes accompagnée? Vous êtes en indépendante? Vous avez un label qui vous accompagne? Depuis combien de temps? Comment ça se passe? Bah justement, j'ai le label Horizon Violet avec qui je collabore. J'ai la structure Glory Days en fait qui me soutient depuis plusieurs années, voilà. Et puis après, donc j'ai pas mal de gens autour de moi, quelqu'un pour les réseaux sociaux, j'ai quelqu'un pour le web marketing, j'ai quelqu'un pour donc la presse. Vous êtes une artiste accompagnée, ce qui est pas toujours le cas dans cette émission. Ça pourrait être encore plus, mais ça pourrait être encore plus. Justement, c'est pour ça que je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un coup de pouce à faire, comme on aime beaucoup faire dans cette partie d'émission? Certains me disent j'ai besoin d'un tourneur ou j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, est-ce que je peux demander? Donc c'est tout à fait ouvert si jamais vous désirez. Exactement, le tourneur, le booker au moins. C'est ça que je cherche en premier. Chercher des salles dans Paris. Il y a un endroit qui s'appelle Les Étoiles, qui est très ouvert pour les artistes qui viennent de sortir leur EP ou leur album. Donc j'en parle très souvent parce que c'est une jolie salle où on peut faire naître son album avec le public. Donc c'est aussi une possibilité, je le dis comme ça, je le lance. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Evie. Juste, j'ai quand même une date de sortie au Pan Piper à Paris. Au Pan Piper, et c'est le 6 novembre. Le 6 novembre, eh bien, le rendez-vous est pris, on sera là. Merci beaucoup, Evie, d'être venue nous voir et de nous avoir parlé de cet album en solo sur l'antenne de Radio J. À très vite. C'était pas TikTok, c'était pas geek, quelle époque. Faire une place au soleil dans la mosaïque. Evie Music avec QE à la fin, retrouvé sur YouTube, Facebook, Instagram et également sur le site officiel evimusic.com. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Quelle époque épique. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, David Voinson, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc aujourd'hui, c'est Judith Cohen-Solal qui dresse votre portrait. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour David Vincent. Bonjour. Alors la dernière question du tac au tac, c'est pas maintenant, c'est ça? Et je voulais la garder, mais je peux la faire pour vous faire plaisir si vous voulez, Judith. C'est toujours bien quand même. La dernière question de cette dernière séquence introspection, c'est qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous, David Vincent? Que le meilleur, je dirais inconsciemment, que le meilleur et ce que je propose autant sur scène que sur les réseaux et aujourd'hui sur le grand écran. Voilà. C'est à vous, Judith. Bon, là, c'est tout ce que vous avez écrit sur moi parce que c'est énorme. Hein. Là, c'est un mémoire de 50 pages que vous avez fait là. C'est une introspection. C'est exactement ça. Page bien plus. Surtout que je n'écris que ce qui se dit pendant l'émission. C'est vrai? Ben oui. Ouais. C'est ça je parle l'exercice. Beaucoup. Non, on a beaucoup parlé. Ouais. Mais non, c'est parfait. Et alors, on va pas se mentir. C'est comme ça que je vais l'appeler, ce portrait, parce que vous l'avez dit 10 fois. C'est vrai? Oui. Et une 11e, je l'ai entendu dans la bande-annonce. Ah oui? Donc, on va pas se mentir, c'est quand même au cœur de votre portrait. Et vous savez quoi? Je suis obligée de le dire. À l'Européen, on me l'a dit aussi, mon metteur en scène me l'a dit, t'as dit 10 fois, on va pas se mentir, et je crois que c'est inconscient de ma part. C'est peut-être aussi une volonté de vouloir dire tout le temps la vérité, de pas mentir. Je suis un homme politique, finalement. J'ai entendu qu'il y avait un souci d'authenticité
d'authenticité, un souci de dire la vérité. Je ne sais pas. Ou alors, après, ça m'a fait sourire quand vous avez dit que vous avez triché au bac d'histoire. Je me suis dit, c'est donc ça. Il y a une faute originelle qu'il faut absolument rattraper. C'était pas au bac, attention. Hein. Attention. Alors, vous avez dit ça, au bac d'histoire. J'ai dit, en contrôle d'histoire, c'était pas le bac. C'était pas le bac. D'accord. Bon, voilà. Moi, j'ai bien écouté, mais voilà. Il vaut mieux faire Oui. Il vaut mieux le dire. Il faut modifier. Puisque vous avez dit que vous avez eu votre bac, ça, j'ai très bien entendu aussi. Mais que tout était plié déjà depuis que vous étiez en seconde. C'était que vous écriviez des sketchs. Donc, je comprends que c'est très important d'être dans l'authenticité, en tout cas de dire à ses parents qu'on ne ment pas et que ce qu'on veut faire, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc, il y a quelque chose où vous voulez qu'on vous croie. Et peut-être que, voilà, dire que vous voulez qu'on vous croie, c'est relié à ce que vous avez dit aussi plusieurs fois, c'est-à-dire que vous voudriez être plus sûr de vous. Donc peut-être qu'il y a aussi cette question de manque de confiance, ou en tout cas c'est toujours particulier parce qu'à la fois pour se produire sur scène il en faut quand même de la confiance, il faut être drôlement culotté quand même, et vous avez dit qu'il y avait une différence, ça m'a bien plu, entre le culot et la prétention. Voilà. Moi j'ai trouvé que c'était très bien parce que c'est exactement, il faut toujours quand on fait de l'humour, je crois qu'il faut toujours se tenir sur une ligne de crête. C'est ça un peu qu'on retrouve chez vous. Voilà. Voilà. Puisque à la fois vous êtes dans la pudeur, vous l'avez dit, et à la fois vous avez dit bon, quand même je suis assez dans l'ego, j'aime bien charmer. Ça, si on n'aime pas charmer, on peut pas plaire un public. Donc ça fait partie quand même de l'exercice. Donc se lancer là-dedans, c'est quand même toute une aventure. Vous avez bien su traduire, je trouve. C'est une manière aussi d'être entre plusieurs générations. Enfin, spécifiquement vous concernant, je crois que c'est peut-être pour ça que Cyrielle a dit que vous aviez, pour votre âge, quand même beaucoup de maturité. Parce que c'est un petit peu comme si vous vous étiez donné comme mission d'être une courroie de transmission entre les jeunes, les adultes, voire même les vieux. Parce que vous avez des sketchs sur les vieux, sur les retraités. Bien sûr, mais je pense qu'ils les entendent pas. Et puis vous avez une manière de parler qui est aussi entre deux, un langage très jeune et à la fois un langage et des références qui parlent aussi à d'autres générations. Où je comprends que vous étiez proche de vos parents. D'ailleurs, vous leur faites dans cette émission, vous leur avez fait plusieurs dédicaces très sympathiques. C'est pour l'héritage, évidemment. Voilà. Et ben voilà, c'est une succession de punchlines. A dit Cyrielle. Je sais pas ce que vous avez avec les thérapeutes, parce que j'ai compris que vous y connaissiez quand même quelque chose, parce que vous lui avez dit non mais bientôt on va me demander 80 balles. Et puis que dans un sketch là que vous avez fait passer, il y avait quelque chose avec vous êtes leur thérapeute. Non, la thérapeute. Donc, j'ai un problème avec ça. Mais il faut savoir que c'est une discussion qu'on a aussi chez les psys, de savoir que comme on prend de l'argent en liquide, et que est-ce que c'est l'argent de quoi, parce qu'on fait partie des deux professions encore aujourd'hui qui prennent de l'argent en liquide. Je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, on écoute les gens et on a un lien avec l'affect pour de l'argent. Ouais, peut-être. Je sais pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir fait réfléchir à ça. Quand vous avez parlé l'extrait sur la blonde, là, ça m'a fait penser. Je me suis dit, mais peut-être que vous auriez dû vous appeler Ellie, pas David, parce que c'est entre Ellie Kaku et Ellie Semoun, je trouve. Il y a quelque chose. Gentil. Donc quand même. C'est bien qu'ils aient transmis, qu'il y ait de la suite. Et les histoires qu'on se raconte en terrasse, justement, c'est ça qui m'a fait penser à cette courroie de transmission et au fait que vous étiez entre plusieurs générations. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on sort du lycée, de la fac, direct on va au café, on s'assoit et on se raconte, on se la raconte et on raconte ce qui se passe. Mais c'est aussi ce que font toutes les générations, les anciens. Et ce qu'ils faisaient dans la Méditerranée, particulièrement en terrasse. La terrasse, je pense qu'il y a un petit côté que vous dédiez, je sais pas, à vos parents, vos grands-parents, voilà, dans les villes du Sud notamment, je sais pas, on s'assoit et on papote. C'est aussi l'idée qu'on a des retraités. Enfin, quand on est vieux, on va jouer le carton et puis en fait on papote. Donc je continue, donc je reste dans l'idée. Finalement, vous avez pas voulu vous occuper des enfants. Vous avez dit que quand vous aviez fait pour une fille, vous avez cassé avec la fille et vous détestez les enfants. Oui. Moi, je trouve que vous avez un côté quand même dans l'éducation, enfin dans cette idée là de vous voulez défendre des causes, apprendre aux gens des choses. Vous avez parlé de l'endométriose, c'est pas évident, d'abord qu'un garçon parle de l'endométriose. Mais c'est ça aussi qui m'a fait penser au Ellie, c'est que vous parlez à la place d'une femme, donc, et vous arrivez à traduire ça, donc à être aussi
le canal par lequel passe la voix de gens différents, très différents un de vous. pour tout le monde. Plus de des vieux, passeur. des femmes, Je des suis un jeunes. passeur. Alors oui, je pensais au canal de transmission, c'est pour ça que j'avais ce côté-là. Voilà, donc je trouve que c'est quand même bien. Vous voudriez qu'on garde de vous que le meilleur. Alors je pense que c'est bien parti. C'est très gentil. Et merci à C'est vous, très gentil, Judith merci Cohen-Solal, beaucoup. qui est notre psychanalyste sur l'antenne de Radio J. Oui, c'est un c'est- portrait psychologique. Merci beaucoup, Judith Merci. Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les jeudis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, David Voinson. Vous êtes venu nous voir pour votre spectacle en tournée dès ce samedi en France à partir du 27 décembre au Trianon pour 4 dates exceptionnelles. D'ici là, on vous retrouve dès aujourd'hui avec bonheur et je vous souhaite une belle envolée sur Prime Video avec cette série En terrasse. Merci pour cet échange et un tout petit mot de la fin qui vous revient. Vous dites ce que vous voulez. Merci pour votre accueil. J'ai pensé à beaucoup de choses dont je ne pensais pas penser pendant cette interview. Il y a eu beaucoup d'introspection, on va pas se mentir. Mais en tout cas, merci à vous et j'ai hâte de vous retrouver tous ceux qui nous écoutent, soit en tournée, soit en message privé par rapport à la série. Et on s'est dit, nous, rendez-vous dans quelques années. Je n'ai pas oublié. Absolument. Merci à l'artiste Merci. Evie d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. La date que vous pouvez nous redonner, évidemment, c'est celle de votre concert. Où est-ce qu'il se trouve, Evie ? Le 6 novembre au Pain de Piper à Paris, dans le C'est 11e. bien noté. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Notez que vous pouvez réécouter cette émission sur radioj.fr, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à David Schweger pour la chronique théâtre. Merci à Kevin Derblum aujourd'hui pour la chronique flashback et à Judith Cohen-Solal pour le portrait du jour. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dès lundi à 15h avec Christophe Lévesque. Et puis bien évidemment, belle journée à tous, toujours sur Radio J. Moi je veux pas que le temps passe.